Bonjour, bonjour. J'ai revêtu une petite tenue aquatique pour vous raconter dans cet épisode nos vacances familiales sur la côte d'Azur. Oui, mademoiselle. Ah non, nous n'allions pas voir Johnny à Saint-Tropez. D'abord, je ne sais pas du tout qui est cet Américain. Et ensuite, à l'époque, Saint-Tropez n'était qu'un petit village de pêcheurs où les seules morues qui s'y trouvaient se mangeaient en bouillabaisse. Non, il fallait se montrer sur la côte d'Azur, à Nice, Monte-Carlo ou encore mieux, au Cap d'Antibes. Non, nous n'allions pas sur le port voir les yachts. Voyez-vous, ma chère, nous étions sur les yachts. Ah, décidément pas le même monde. Bref, commençons. En juin 1913, à la fin de l'année scolaire, j'avais donc quitté pour les vacances ma chère Claudine et sa famille, tous mes camarades de classe, et, avec beaucoup de sanglots, fait des adieux définitifs à ma chère maîtresse, mademoiselle Dubreuil, qui allait donc se marier. À ce moment-là, j'étais encore une très jeune fille qui, bien que grande pour son âge, restait très sage, y compris en pensée, ne voyant dans les grands frères de Claudine que des partenaires de jeu dont les chatouillis n'étaient certes pas désagréables, mais qui ne m'empêchaient pas de dormir et que je voulais avant tout battre à la course à pied. Je partis donc avec toute ma famille, ainsi que Sidonie la cuisinière, Marie-Antoinette, mon ex-nourrice, qui avait pris du grade, puisque ma grand-mère l'avait nommée gouvernante en chef. Je pense qu'elle avait rajouté le mot chef pour lui faire plaisir, étant donné que Marie-Antoinette n'avait personne sous ses ordres. Et enfin Hippolyte, le majordome, toujours plus snob qu'un pot de chambre, qui ne daignait porter que le vanity case de ma mère avec son petit doigt. Attila, lui, se chargeait d'emmener nos 8 chiens dans une automobile spécialement conçue par mon grand-père à cet effet, car il était évidemment hors de question de les laisser pendant nos vacances. Nous nous expatriions pour 3 mois dans le sud de la France, où mon grand-père louait tous les ans la même villa au Cap d'Antibes. Cette villa appartenait à une ancienne cocotte dont l'heure de gloire était derrière elle, mais qui avait su très sagement faire fructifier son capital en se faisant notamment offrir cette villa somptueuse qui plongeait directement sur la mer par un prince littéralement fou d'elle au temps de sa splendeur passée. Nous prenions tous le train depuis Deauville pour Paris, puis le train Méditerranée Express, qui partait tard le soir de la gare de Lyon. Avant d'embarquer, nous prenions un repas copieux et toujours très joyeux au buffet de la gare, aujourd'hui appelé le train bleu. Et nous étions tous excités comme des puces à l'idée de passer 3 mois au soleil, à plonger dans les eaux turquoises de la Méditerranée. Ensuite, nous grimpions dans notre wagon-lit, et là, je trouvais tout merveilleux d'ingéniosité et de confort. Mon père et ma mère s'enlaçaient comme pour leur voyage de noces. Ma grand-mère faisait des listes avec Sidonie pour faire tourner la maison dès leur arrivée. Marie-Antoinette vérifiait 15 fois avant d'aller se coucher que les portes de ce train étaient bien fermées parce que tout de même on ne sait jamais avec ces machines. Et enfin Hippolyte soupirait d'un air dédaigneux, ne s'illuminant que quelques secondes lorsqu'un jeune dragon en uniforme rutilant passait. Un dragon, jeune homme, ne riez pas bêtement, c'est un soldat français dont les moustaches faisaient absolument frétiller les dames, et Hippolyte visiblement. Quant à mon grand-père, son esprit n'était jamais au repos, et il observait le moindre détail du train pour imaginer quelle amélioration il pourrait y apporter. Il nous laissait d'ailleurs souvent en plan pour filer auprès du conducteur et réfléchir à de nouvelles inventions tout en respirant la fumée épaisse. Nous n'allions bien entendu pas nous coucher tout de suite, et j'avais, ô joie absolue, le droit exceptionnel de suivre toute la compagnie au wagon-restaurant, qui était, à cette époque de l'année, le bottin mondain de toutes les célébrités parisiennes et internationales qui, lorsqu'elles n'étaient pas sur la côte normande, se retrouvaient pour partir sur la Riviera pour l'été. J'ouvrais donc des yeux grands comme des soucoupes quand j'arrivais dans ce wagon étroit, décoré comme un palace, où se croisaient en riant, une coupe de champagne à la main, les beautés de l'époque, courtisanes ou princesses, parfois même ex-courtisanes devenues princesses, les hommes d'affaires les plus puissants, les monarques européens en goguette, les chansonniers à succès et les grands couturiers, bref, une foule chamarrée et bruyante, insouciante et joyeuse, qui pensait que la fête durerait toujours. L'arrivée de ma mère provoquait toujours une onde de ravissement qui faisait taire toutes les conversations pendant un instant. Et, bien qu'habitué au phénomène, je dois dire que cela me procurait une certaine fierté, en plus de la conséquence très agréable, qui était qu'à la minute même qui suivait son entrée, nous nous trouvions assis à la table la plus chic, entre la belle Otero, Henri Matisse et Coco Chanel, Max Linder, 2 frères Rothschild et une nièce Romanoff.
Bref, le gratin. Tous les hommes restaient bouche bée devant ma mère, ne prêtant pas la moindre attention à mon père qui avait l'air si inoffensif. Mais je savais bien, moi, qu'il suffisait d'un regard et d'un sourire échangés entre eux pour que le monde qui les entoure s'efface et qu'ils sortent de table, insensibles aux protestations, pour regagner leur compartiment et reprendre leur éternelle lune de miel. Je n'éprouvais qu'admiration et amour pour ma mère, et jamais une seconde je n'avais imaginé pouvoir avoir ne serait-ce qu'une once de sa séduction plus tard. C'est pourquoi, lorsque Max Linder, qu'on ne connaît plus guère aujourd'hui, mais qui a été notre grande star du cinéma muet dès 1910, et dont Charlie Chaplin disait d'ailleurs qu'il l'avait fortement inspiré, donc, lorsque Max, disais-je, grand séducteur devant l'Éternel, me prit le visage entre ses mains et dit à ma grand-mère que d'ici peu de temps, ce serait à mon tour de faire tourner la tête des hommes, je me sentis toute chose et étrangement troublée, au point de laisser tomber mon sorbet sur l'échancrure de la robe, un peu décolletée pour la première fois, que l'on m'avait autorisé à porter. Je dois dire que l'effet sorbet entre mes deux seins naissants acheva de convaincre Max Linder et moi de me troubler complètement. Heureusement, c'est le moment que choisit mon grand-père pour faire une entrée fracassante dans le wagon-restaurant, couvert de suie et noir comme un ramoneur, en criant « Eureka ! L'année prochaine, nous irons sur la Côte d'Azur en avion, je viens d'avoir une idée !» La soirée touchait à sa fin et nous nous rapatriâmes tous dans nos compartiments. Mais la réflexion d'un homme aussi charmant que Max sur mon potentiel de séduction me fit sentir tout à coup que quelque chose était en train de changer en moi. Et ça n'était que le début. Je dormis donc assez mal, mon cerveau étant aussi secoué que ma couchette par les soubresauts du train. Pourtant, lorsqu'au petit matin le jour se leva et que nous regardâmes tous par la fenêtre le paysage qui s'offrait à nous, j'oubliai tout. Personne ne peut imaginer aujourd'hui ce qu'était la Côte d'Azur dans la première moitié du XXe siècle. La lumière, à la fois d'une intensité presque insoutenable et d'une douceur irréelle. La mer, la vraie, celle que chanta plus tard Charles Trenet avec ses reflets d'argent. La végétation à la fois touffue et élégante, parfumée et puissante, les chants des cigales et des oiseaux, les pierres des maisons qui semblaient se craqueler sous la chaleur et qui pourtant parvenaient à garder les intérieurs frais et reposants. Mais par-dessus tout, les couleurs qui, en plus de Matisse, attiraient comme un aimant tous les peintres du monde, qui rêvaient de pouvoir retranscrire un peu de cette magie dans leur peinture. Tout ça nous était servi sur le plateau du petit déjeuner, et je pense que nous avons été nombreux plus tard à réaliser à quel point lorsque la beauté absolue du monde nous est offerte, nous devons la chérir et la protéger au plus haut degré. Et c'est ce que nous avons fait cet été-là, en profitant de chaque seconde d'éternité que nous offrait ce lieu magique. Ce n'était que baignade, pique-nique sur la plage, sieste sous les arbres, parties de pêche, lectures et jeux d'hiver, concerts improvisés, réceptions et bals masqués, corps libérés de toute entrave et conversations débridées. J'étais de plus en plus souvent associée aux sorties et aux fêtes, comme si ma mère pressentait par un sixième sens qu'elle a toujours eu, que les années qui allaient suivre ne seraient jamais plus les mêmes et qu'elle avait envie de profiter de ces moments-là avec moi. Durant ces 3 mois, je laissais mon enfance définitivement derrière moi, devenant un papillon qui, loin d'être aussi unique que ma mère, dégageait visiblement une aura certaine, puisque je surprenais de plus en plus souvent le regard des hommes sur moi. Je dois dire que de mon côté, le corps athlétique de mon beau maître nageur provoquait certaines bouffées de chaleur qui n'étaient pas celles de la ménopause, que je ne connais pas bien sûr, mais dont j'ai entendu parler. Qui a dit « mon œil » ? Madame, sortez tout de suite. Ça n'est pas parce que vous ressemblez à un plissé Fortuny qu'il faut être jalouse de celles qui tiennent encore la route après 38 ans. Non mais c'est inouï. Oui, jeune homme, un plissé Fortuny, c'est un très joli tissu italien complètement fripé. Bref, c'est une jeune fille transformée physiquement et moralement qui retrouva le chemin de l'école en septembre 1913, sans savoir ce qui l'attendait, et surtout ce qui attendait le pauvre, mais sur ce point glissant. Oui, Archibald. Mais non, je n'ai pas particulièrement de goût pour les maîtres nageurs. Enfin, toutefois, vous ne pouvez pas nier qu'ils sont assez bien faits. Mais bien sûr, moins bien que vous, évidemment. Et puis surtout, ils ne font pas le requin-marteau dans le bain, eux. Ni la pieuvre avec ses tentacules chatouilleuses. Or, votre truite frétillante arrive.
Non, truie, pas truie, jeune homme. Alors à très vite pour la suite de mes aventures. Au revoir, au revoir.